Il était une fois Saint-Orens de Gameville. Une belle histoire loin d'être terminée, précisons-le tout de suite, et que nous allons vous raconter dans cet épisode dédié à son patrimoine. Nous vous proposons une jolie promenade dans notre village devenu désormais une ville, mais qui a conservé bien des liens avec son passé. Vous connaissez sans doute l'expression « garder l'église au milieu du village », qui signifie s'attacher aux convenances, respecter les traditions. C'est ce que nous allons faire en commençant par ce bâtiment situé place du Souvenir. Le saviez-vous ? Il fait l'objet d'une légende dans laquelle le diable lui-même se fait berner. La voici. L'entrepreneur, se voyant dans l'impossibilité de livrer l'édifice le jour fixé, conclut avec Satan un pacte, en vertu duquel ce dernier s'engageait à terminer l'édifice le jour même, avant que le coq eût chanté, se réservant de prendre la vie à un des enfants de l'ouvrier. Le coq ne chantait pas, et l'église allait être terminée. 3 briques seulement manquaient au sommet du clocher. L'entrepreneur, réveillant sa basse-cour, réussit à faire chanter le coq. Et Satan s'enfuit, abandonnant son ouvrage. L'église put être livrée sans qu'il en coûtât la vie à personne. Nous voilà rassurés, mais découvrons la véritable histoire de l'église de Saint-Orens grâce au prêtre de la paroisse, le père Daniel Brouard d'Herval, qui nous offrira ensuite une petite visite. Pendant le siège de Tripoli, on indique déjà que l'église fut reconstruite au XIIe siècle. Si elle est reconstruite au XIIe siècle, cela veut dire qu'il y avait un lieu de culte. Alors moi je ne sais pas quel était ce lieu de culte, mais cela veut dire quand même qu'il y a une présence chrétienne, religieuse à Saint-Orens depuis bien longtemps. Au moment de la croisade de 1095, une jeune noble veut partir à la croisade et l'évêque de Toulouse l'en dissuade parce qu'il trouve que c'est pas la place d'une femme, mais il demande à cette jeune femme donc de fonder à Saint-Orens, sur les ruines d'une église abandonnée, il lui demande d'édifier un hospice pour accueillir les pauvres et les malades. Et on pense que cet hospice donc a été ouvert, a accueilli des malades de 1140 jusqu'en 1157 dans le périmètre de l'église. Et on dit aussi que l'église d'aujourd'hui est une reconstruction entre le XVe et le XVIe siècle. Donc on a d'abord édifié la nef, puis la voûte et les chapelles, et enfin le clocher que l'on connaît aujourd'hui. Et cette église de Saint-Orens de Gameville, est typique des églises du Lauragais, puisqu'elle est construite en briques foraines. Alors, après ce petit temps d'histoire, je vous invite à aller donc visiter cette église de Saint-Orens, qui est notre patrimoine. Un patrimoine riche notamment d'un bénitier entouré des 12 apôtres, d'une belle statue de Saint-Orens qui a été déplacée au cours du XXe siècle, d'une abside décorée d'une peinture représentant aussi un évêque, probablement Saint-Orens, d'une statue en bois de la Vierge Marie, et puis, quand vous êtes dans l'église, vous verrez forcément ce beau vitrail moderne qui représente la croix dont l'original est placé à l'extérieur, dans la place du village, qui date de 1578, dit-on. Présentant la Sainte Lance qui a transpercé le flanc de Jésus, ainsi que la Sainte Éponge qui fut imbibée de vinaigre pour le désaltérer, elle est inscrite au monument historique. Nous la retrouvons également sur le blason de la ville, avec la croix occitane et les 3 bandes d'argent représentant les 3 hameaux ayant fusionné au lendemain de la Révolution pour faire naître notre village. Mais remontons le temps bien avant cette date, grâce à David Andrieux, actuel conseiller délégué à la culture et au patrimoine. Alors, on peut parler de l'Antiquité à Saint-Orens. Donc Saint-Orens, l'Antiquité, on peut imaginer que c'est une forêt immense, comme la forêt du Bousquet, on n'avait que des chênes. Paraît-il, il y avait une voie romaine le long de la Marcaissonne, bon, j'imagine que c'était l'avenue de la Marcaille.
Et puis on a trouvé quelques traces en fait d'habitat romain sur le coteau, juste en face, la carrosserie Tognol. Voilà, bon, faut imaginer la vie à cette époque-là. Il n'y avait pas de police, il n'y avait pas de sécurité, les gens vivaient un peu cachés. Voilà, il y avait peu de matériaux en fait pour construire. Il y avait juste des arbres, notamment des chênes, et puis de l'argile. Donc voilà, c'était des constructions assez basiques, assez en bois. Voilà, puis le temps passe, et c'est vrai que ça a suivi un peu l'évolution de Toulouse, avec la prise de Toulouse aux Romains par les Visigoths donc en 439. C'est le fameux épisode avec Orencius, le moine Orencius qui a donné Saint-Orens, donc qui a donné son nom à la commune. Voilà un peu l'histoire, on va dire, à l'Antiquité, pour faire rapide là, sur Saint-Orens. Bon, après arrive la période du Moyen-Âge. Alors au Moyen-Âge, bon, il y avait 3 hameaux essentiellement. Donc il y avait le hameau de Queyras, le hameau de Gameville et le hameau de Lantourville. Bon, si on arrive à la période donc, juste avant la Révolution, on peut compter à peu près entre 10 et 15 habitations par hameau, et c'était très très faible. À la Révolution, on avait moins de 400 habitants sur la commune. Voilà, donc ces 3 communes étaient régies chacune par 2 consuls, donc on avait 6 consuls en tout qui régissaient la commune. Alors toujours pareil, il y a toujours ce problème de matériaux qui fait qu'on n'a pas beaucoup de patrimoine à Saint-Orens en fait, puisqu'on avait quelques châteaux faits en argile essentiellement. On peut citer Montpapou et Cornac par exemple, qui n'existent plus aujourd'hui justement, qui ont été rasés parce que trop humides à cause de ces matériaux utilisés. Donc pour parler de la création de Saint-Orens, ça se passe juste après la Révolution, donc il a fallu regrouper et créer des communes. Donc on avait 3 hameaux, donc chaque hameau devait créer son conseil municipal, mais bon, il n'y avait pas assez d'habitants et de volontaires à l'époque pour créer 3 communes. Donc ils se sont réunis sur le parvis de l'église. Alors le parvis en latin ça veut dire porte du paradis, c'est ce qu'on a à l'entrée de toutes les églises. Et c'est vrai que les conseils municipaux se réunissaient là une fois par mois. Donc ils se réunissent tous les 6 consuls avec leurs conseillers, et puis ils décident de créer une seule commune. Ça tombe bien, il y avait une église pour les 3 communes, ce qui n'est pas le cas par exemple pour Lauzerville ou Auziel, qui aurait pu être regroupé à l'époque. Donc on est resté sur ces 3 communes de Queyras, Gameville et Lantourville. Première réunion le 31 décembre 1789, et puis voilà, validation du document le 3 avril 1790, donc d'où la création de Saint-Orens, avec la fusion des 3 communes, et vous trouverez donc la statue qui est dans le cœur de ville justement, qui symbolise cette fusion et cette date du 3 avril 1790, très importante pour nous. Saint-Orens est né, vive Saint-Orens! Ce n'est pas Maryse Carrier qui désavouera ce slogan. Cette membre de l'Académie du Languedoc, qui a terminé sa carrière de professeur agrégé d'allemand au lycée Pierre-Paul Riquet, a vécu pendant 47 ans dans notre ville. C'est dire qu'elle connaît son sujet. Nous lui avons donc demandé de nous servir de guide. La première étape du parcours est un édifice dû à la générosité d'un certain Augustin Labouille. Et il faut dire que la tradition des familles riches de Saint-Orens était d'octroyer des aides aux personnes démunies. Et la commune recevait sur son sol de riches Toulousains qui établissaient des demeures pour des séjours d'été ou autres et qui faisaient régulièrement des dons. Ces bonnes œuvres diverses restèrent modestes, par contre, par rapport à celles d'Augustin Labouille. Puisque, en 1867, Augustin Labouille, un homme pieux, charitable, légua dans son testament tous ses biens à la commune de Saint-Orens, afin d'élever un hospice destiné à recevoir les vieillards des 2 sexes, je cite, de plus de 60 ans, ainsi que les infirmes. Et cet hospice devait être confié à la congrégation des Sœurs de Saint-Vincent de Paul. Il devait absolument, cet hospice, être construit près de l'église et avec une chapelle en son centre. La construction a duré de 1878 à 1881. Et les religieuses quittant l'hospice en 1968, il devint une maison de retraite dirigée par des laïcs. Et aujourd'hui, c'est un EHPAD doté d'une capacité d'accueil de 82 lits. La construction de ce très beau bâtiment donna lieu à la création, en août 1877, de la briqueterie du quartier de Cornac. Une briqueterie qui a également permis d'édifier la mairie-école, en 1880, dessinée par l'architecte Jules Lallemand. Plus d'école à présent, mais, grâce à une récente restauration, la mairie a retrouvé tout son lustre, affichant une maçonnerie de briques et de galets dans le plus pur style architectural du Lauragais. Briques et galets que nous pouvons retrouver dans certaines fermes qui valent le coup d'œil,
comme nous l'explique Maryse Carrier. En effet, plusieurs fermes dans la commune sont datées du 18e, d'autres du 19e. Actuellement, aucune n'est en activité, elles sont transformées en logement ou en équipement public. Mais on distingue 2 types de fermes dans la commune de Saint-Orens. Tout d'abord, la Toulousaine, ce qu'on appelle la Toulousaine. C'est une petite maison, par exemple celle qui était près de chez moi, rue de Nazan, datée de 1840 pour sa partie la plus ancienne, en briques, n'est-ce pas, avec quelques assises de galets. Elle sera agrandie au XXe siècle. Mais sa taille modeste et son type évoquent parfaitement le modèle de la Toulousaine, c'est-à-dire une ferme construite en briques et en galets à la fin du XIXe siècle par des maraîchers qui venaient s'installer dans les faubourgs de la ville et qui utilisaient leur jardin pour leur production qu'ils vendaient ensuite à la ville toute proche. Il y a donc les Toulousaines, mais aussi les Lauragaises. Prenons par exemple l'exemple de la ferme de Cornac, rue Montrégeau, à côté de l'église. Cette ferme a été construite par l'architecte Joseph Tillet en 1902 sur les fonds de l'hospice La Bouille. Elle présente une architecture typique des grosses fermes du Lauragais, d'un seul tenant, tout en longueur, comportant un logis, une remise, des parties agricoles, avec un hangar dont la charpente en bois reposait sur des piliers en briques. C'est ce qu'on appelle en fait une borde, c'est-à-dire une ferme céréalière, caractéristique de notre région. Alors il faut bien voir qu'au XVIIe siècle, et après 2 siècles florissants, la culture du pastel, l'or bleu du Lauragais, à l'origine de fulgurantes fortunes de quelques puissants marchands pasteliers toulousains, va pour différentes raisons décliner inexorablement et de nouvelles familles vont s'investir dans les cultures céréalières, le blé, le maïs, colza, tournesol, qui vont permettre le renouveau économique de la région et dessineront le profil agricole actuel. En outre, la construction par Pierre Porriquet du canal du Midi au XVIIe siècle permit l'acheminement des récoltes et contribua à l'essor céréalier du Midi toulousain. Aujourd'hui, cette propriété accueille des activités artistiques comme la poterie ou la calligraphie. Une autre Lauragaise de Saint-Orens a pour nom la ferme de Soye, désormais transformée en maison des associations. Mais, après ces charmantes fermes toulousaines ou lauragaises, passons à un autre type de beauté, celle des maisons de maître. Et commençons par celle nommée Villa Massot, qui fut achetée par la commune en 2019 pour bénéficier d'un parc au cœur de ville. Oui, la Villa Massot est une maison de maître entourée d'un superbe parc arboré, dans lequel se trouve également d'ailleurs un pigeonnier et un puits avec pompe. Elle appartenait à Cyprien Massot, propriétaire exploitant, et elle fut construite au début du XXe siècle par l'architecte toulousain Georges-Victor Cohennon. Sa façade principale est en briques apparentes et elle est mise en valeur par un décor soulignant son bel ordonnancement. À noter que dans son parc se trouve une variété d'arbres très intéressants, les mûriers. Ils étaient utilisés autrefois comme bois de chauffage, mais également pour l'élevage des vers à soie. Autre maison de maître, celle du domaine du Bousquet, appelée autrefois la Pradelle, puis Maison Marseille. Elle possède toujours une belle salle d'armes, ainsi qu'un restaurant au milieu d'un grand parc. Le père du Petit Prince, Saint-Exupéry lui-même, a mangé dans ces lieux, et tant pis si ce n'est pas du tout certain. À Saint-Orens, on s'est rêvé. La preuve avec le château Catala, qui n'en est pas vraiment un. N'est-ce pas, Maryse Carrier ? Il s'agit en fait d'une belle maison de maître du XVIIe siècle, remaniée au XVIIIe, agrandie au XIXe. Le pigeonnier et le hangar agricole datent d'ailleurs de cette époque. Au XXe siècle, on pense qu'elle appartenait à un pasteur, le père Mailleux, qui avait même installé une chapelle à l'intérieur. Alors ce château, cette maison de maître devenue propriété municipale, a été réaménagée et surélevée pour la transformer en espace d'accueil, de convivialité et en centre culturel. De vrais châteaux, il en reste cependant quelques-uns, comme celui que l'on appelait jadis le château de la Pomarède. Le château de la Pomarède est aujourd'hui le majestueux château de la Viguerie. Bien que situé sur le même emplacement que celui figurant sur le cadastre de 1808, il a toutefois été reconstruit fin 19e et début 20e.
Des écuries avec pigeonniers, 2 hangars agricoles ont été également aménagés à cette période. Alors, quant à l'origine de son nom, nous savons qu'en 1808, ce château fut occupé par monsieur de la Viguerie, avocat à Toulouse. Or, au Moyen-Âge, une viguerie était dans le sud de la France et en Catalogne une juridiction administrative, ce qui peut-être explique ceci. Autre château, celui de Queyras, qui a abrité une éminente personnalité. Alors, le château de Queyras, qui se trouve sur les coteaux de Queyras et ses communs, se développe derrière une haute clôture de briques en hémicycle. Édifié en 1750, il présente un plat en U, dont la façade sur jardin est contournée par 2 belles tours de plan carré. Alors, il a été la résidence d'été de Jean Galbert de Campistron, qui a vécu de 1656 à 1723, seigneur prestigieux de Gameville, de Queyras, de Lantourville et de Montpapeau. Et nous retrouvons ici les noms des 3 communes mères. Quant à Montpapeau, ce nom pourrait avoir un lien peut-être avec Saint-Papoul, honoré d'ailleurs dans tout le Lauragais. Ce château a appartenu également à la famille Vigne-Queyras. En 1920, il fut acheté par un exploitant agricole, Joseph Murel, aïeul des actuels propriétaires. Quant à Jean Galbert de Campistron, dont Racine fut le protecteur, il est né à Toulouse. Il était poète, dramaturge, librettiste et académicien, mais il suivit également Louis XIV dans toutes ses campagnes militaires où il fait toujours preuve de grand courage. Il a été également mainteneur de l'Académie des Jeux Floraux et il est entré aussi à l'Académie française. De méchantes langues le surnommèrent le singe de Racine et Victor Hugo, toujours aimable, le qualifia même de suiveur sans génie. Vilain Victor. Évoquons encore le château de Soye, le plus récent de Saint-Orens, qui fut hélas gravement endommagé par un incendie dans les années 1980. Et, puisque nous nous sommes accordés le droit de rêver, visitons à présent une propriété disparue, celle du Corail, qui a donné son nom à un quartier de notre ville. Elle appartenait à Antoine Rouget, général de brigade au XVIIIe siècle et officier de la Légion d'honneur. Une sacrée famille les Rouget, puisque son frère Louis fut de son côté ancien avocat au Parlement de Toulouse et maire de Saint-Orens. Tous 2 possédèrent l'ancienne demeure Beauvoir et les terres alentours. Cette propriété passa ensuite dans les mains d'Armand Lègue, qui avait épousé une fille Rouget, et que Maryse Carrier nous présente en quelques mots. Armand Lègue fut un humaniste, la politique chevillée au corps. Il fut entre autres conseiller général de la Haute-Garonne, conseiller municipal à Saint-Orens, où il vient habiter, et membre de la commission administrative de l'hospice La Bouille. Son fils Raymond est même né à Saint-Orens. Il fut capitaine au long cours, député, puis sénateur, donc une famille prestigieuse. Un puits de science, Madame Maryse Carrier. Tiens, à ce sujet. Alors, toutes ces propriétés, fermes, maisons de maître, châteaux, toutes possédaient un puits, car ils ont toujours été précieux, et je dirais qu'ils le sont de plus en plus à notre époque. La plupart des maisons étaient pourvues en effet de puits qui n'étaient jamais à sec. On en comptait 125 à Saint-Orens en 1953. Et on trouvait 2 types de puits, puits avec pompe et puits avec système de puisage manuel. Mais la densification du territoire, à partir du dernier quart du XXe siècle, va, hélas, en faire disparaître un grand nombre. Dans cette inspection du patrimoine hérité du passé, il serait dommage de négliger le moulin de Queyras, qui remonte au XVIe siècle et a fonctionné jusque dans les années 1960. Et n'oublions surtout pas les pigeonniers dont dispose notamment la villa Massot ou encore le château Catala. Au-delà de leur beauté, ils ont bien des choses à nous dire. Il faut savoir qu'en Occitanie, les pigeonniers sont également appelés colombiers. Leur histoire débute en fait au XIVe siècle, lorsqu'ils sont considérés comme un attribut féodal. C'est alors que les élevages se multiplient rapidement, car à cette époque médiévale, le pigeonnier est un symbole de pouvoir économique et social. Il en existe donc des simples, accueillant peu d'oiseaux, et des très luxueux, dotés d'une architecture souvent remarquable. Le but de posséder un pigeonnier pour les propriétaires était d'avoir une source de viande avec peu d'entretien. Il n'y avait pas de nourrissage à effectuer, étant donné que ces volatiles sont autonomes. De plus,
La fiente était souvent récoltée et utilisée en guise d'engrais riches et naturels. Des engrais, puisque, évidemment, la vocation première de notre village était agricole, comme nous le rappelle monsieur le maire, Serge Joppe. Il faut partir d'une description également un petit peu géographique de ce qu'est notre commune. C'est-à-dire que actuellement, notre commune couvre à peu près 1300 hectares. Mais sur ces 1300 hectares, il y en a seulement entre 650 et 700 qui sont urbanisés. Tout le reste était agricole. Et du passé, il subsiste quand même une part importante parce que le passé de notre village, c'est non seulement, bien évidemment, les cultures qu'on a maintenant et qui se sont un peu modernisées, mais il y avait beaucoup de polyculture, pourrait-on dire, mais orientées essentiellement vers la vigne. De part et d'autre, des coteaux que traverse la RM2, il y avait des vignes côté La Beige, il y avait des vignes côté Kent. Je ne dis pas que le vin était excellent, mais au moins il était local, en l'occurrence. Maintenant, évidemment, cela a pas mal évolué. Les champs sont devenus beaucoup plus étendus en surface individuelle et nous sommes essentiellement sur le maïs, le tournesol, un peu de blé également. Mais il ne faut jamais oublier ce passé agricole de la ville et je crois que la proportion, pour nous du moins, le respecte, puisqu'il y a davantage de terres qui sont consacrées à l'agriculture que finalement à l'urbanisation. Saint-Orens, une ville nature, dira-t-on, qui a poussé comme une plante et qui désormais dispose de nombreux atouts patrimoniaux dans le domaine de la culture ou encore du sport, foi de Serge Joppe. Notre commune, d'une manière générale, a mis un certain temps avant de devenir une petite ville. Cette petite ville a eu une croissance relativement lente. Cette croissance a eu un coup de fouet, en quelque sorte, dans les années 70, puisqu'il y a eu une croissance qui l'a portée vers 3000, 3500 habitants. Puis, on a eu une période un peu stagnante. Et, on va dire dans les temps modernes, donc, elle a une accélération relativement forte, puisque en 6 ans, elle a gagné pratiquement 3000 habitants supplémentaires. Actuellement, nous sommes à 13 000 habitants sur Saint-Orens. La particularité d'un village, ou d'une ville, puisqu'on est en train de devenir une ville, c'est d'avoir une mairie, un clocher, une église et une école. Le fait d'avoir réuni 3 mini-hameaux rendait très difficile cette chose. Et l'histoire, vous le savez tous, rendait encore plus difficile puisque l'église était au bas d'un taloueg et complètement séparée. Donc, nous avons souhaité réellement créer un cœur de ville pour rendre cette ville beaucoup plus attrayante et beaucoup plus moderne. Et c'est depuis les années 2014, en quelque sorte, que des efforts relativement importants ont été faits pour travailler dessus. Bien sûr, il y a eu avant, il y a 30 ans, 35 ans presque, la création d'Altigone, qui a été la première salle vraiment attirante de la contrée. Et son rayonnement maintenant est tellement important qu'il s'étend comme si c'était un véritable phare, non seulement vers le côté toulousain, mais vers l'ouest de Toulouse également, et ne parlons pas du Lauragais. Donc, Altigone, phare vraiment important pour la culture et pour attirer, non pas les foules, mais les gens qui doivent être nourris de culture. Ça, pour le côté culture, d'ailleurs, Altigone va faire l'objet d'un remodelage et d'une restructuration profonde, mais dans les prochaines années seulement. Nous allons commencer par la place Bélière, qui, elle, va être restructurée au cours de ce mandat, et Altigone, ce sera fait ultérieurement. Ça m'amène à vous dire que dans le domaine de la culture, nous pensons vraiment important également d'avoir l'art dans la ville. Donc, l'art dans la ville, ce sont des fresques, par exemple, qui sont faites par un artiste saint-oranais, Centaure, qui est mondialement connu et qui nous a fait une fresque très très grande, pratiquement sur le centre-ville et que les gens apprécient beaucoup. Mais c'est également des expositions pour l'instant semi-permanentes de sculptures, de sculpteurs voisins de notre ville. Il y a également d'autres actions qui ont porté, on va dire, sur la culture, mais c'est également sur la convivialité, le vivre ensemble. Il y a eu les halles qui se sont transformées en halles gourmandes, en halles sportives. Il y a eu la création également d'une nouvelle salle municipale,
la salle du Lauragais, qui permet aussi bien de donner des spectacles que de faire des réunions, des banquets, voire pour les anciens et autres, et qui est très prisé des Saint-Orannais. Je veux en venir également à un point qui est vraiment important dans le domaine sportif. Nous avons un nombre très important d'associations sur Saint-Orens, dont plus d'une quarantaine qui touchent au sport. Et nous avons créé la MAM, que l'on appelle aussi bien la maison des activités multidisciplinaires que la maison des arts martiaux. Cette MAM a des dimensions et une réputation locale, régionale, nationale, voire internationale, parce que ces dimensions et ces caractéristiques permettent d'accueillir de multiples disciplines allant du judo à la GRS, au volley, au ping-pong, au badminton, etc. Et de nombreuses compétitions, même du handisport, c'est presque devenu la capitale d'Occitanie du handisport, ils sont organisés. Ajoutons pour les amateurs de sport aquatique une infrastructure particulière. Vous voyez cette espèce de soucoupe volante qui s'ouvre et se ferme au gré des saisons ? David Andrieux nous en raconte l'histoire. Un patrimoine étonnant, c'est la piscine, alors notre fameuse piscine tournesol. Alors on est quelques milliers de Saint-Orannais à avoir appris à nager là-bas. Mais c'est quoi l'histoire de ces piscines en fait ? Cette piscine a été construite en 1979. Mais en fait, ça fait suite au JO de 68, où, à Mexico, donc, où la France n'avait ramené aucune médaille. Donc le ministre des Sports de l'époque avait décidé d'un programme avec 1000 piscines en France. Et donc il y a eu plusieurs projets d'architectes. Donc un projet a été retenu avec ces fameuses piscines en kit, ces piscines tournesol qui étaient très innovantes pour l'époque. Donc il y en a 183 précisément qui ont été construites en France, dont une à Saint-Orens. Voilà. Aujourd'hui, je pense qu'il y en a moins d'une dizaine encore en activité en France. Et Saint-Orens est peut-être la seule dans son état d'origine. On le voit, notre village devenu ville a le respect des temps plus anciens, mais aussi le goût de l'avenir. Comme le dit monsieur le maire, nous conservons justement cette mémoire du passé, cette tradition qui est nécessaire, je crois, pour la transmission aux générations futures. Patrimoine issu de l'histoire et patrimoine contemporain. Cet épisode de podcast terminé, nous vous engageons à vous promener dans Saint-Orens de Gameville pour découvrir ces richesses de vos propres yeux. Merci à Maryse Carrier, au père Daniel Brouard d'Herval et à la mairie de Saint-Orens de leur participation. Et merci à vous de votre écoute. À bientôt!